Sphère vous parler d'un retour d'expérience sur un projet sur lequel on a travaillé, Émilie et moi. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Juste avant, on va remercier les sponsors pour nous permettre de tous se retrouver ici. Et puis, on va remercier notre sponsor préféré, qui est Sphère, notre entreprise, qui nous a accompagnés dans cette petite aventure et puis qui a décidé aussi de participer financièrement à Agile en scène. Donc moi, c'est Muriel, je suis l'UX UI du duo. J'ai une expérience d'un peu plus d'une quinzaine d'années en UI design et en UX. J'ai commencé ma carrière en tant qu'UI à l'époque où ce métier s'appelait web designer, graphiste, infographiste. On a changé beaucoup de fois de nom. Mais j'ai toujours travaillé et produit du design avec la question en mettant au centre les problématiques et les préoccupations des utilisateurs. Et du coup, naturellement, transition de carrière dans l'UX. Et du coup, maintenant, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, que je travaille chez Sphère et que je fais ce métier à double casquette en fonction des projets sur lesquels on intervient, en fonction des besoins clients, en fonction des typologies d'équipes qu'on arrive à monter dans nos projets. Voilà pour moi. Et moi, du coup, Émilie Muller, bonjour à tous. Je suis du coup le PO du duo. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille en gestion de projet. J'ai commencé en tant que chef de projet chez un client en interne. Du coup, j'ai eu la chance de participer activement un petit peu à une transformation en Scrum. Et du coup, ça fait un petit peu comme Muriel, 3 ans et demi que j'ai rejoint Sphère. Du coup, pour un petit peu changer de secteur, de typologie aussi de projet. Donc, on a la chance de travailler sur des sujets très variés, monde connecté, applications mobiles, etc. Et du coup, ce projet-là, en l'occurrence, c'était ma première expérience avec un UX UI. Et ça m'a permis un petit peu de développer une certaine appétence pour tous les sujets design et remettre vraiment les besoins utilisateurs au centre des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, un petit peu de contexte maintenant, projet. Du coup, le projet en question, c'était une création d'applications mobiles de développement personnel. Donc, on travaillait en Scrum. Côté client, du coup, on avait un interlocuteur qui était à la fois notre sponsor, le stakeholder et l'utilisateur principal. Donc, ça relève un petit peu d'une spécificité dans le sens où on est quand même dans un contexte de prestation de services. Du coup, effectivement, ça ne change pas notre façon de travailler, étant donné que chez Sphère, on travaille vraiment en mode partenariat, mais pour autant, il pouvait arriver que sur certains sujets, ils remettent un petit peu sa casquette de client. Donc, on y reviendra, mais c'est important de le préciser. On avait aussi du coup des utilisateurs qui étaient surtout des testeurs et qui nous aidaient du coup au cours des sprints à améliorer le produit. Et on avait du coup un rédacteur de contenu, étant donné que c'était une application à visée un petit peu psychologique. Donc il y avait un gros travail de ce côté-là. Côté maintenant Scrum Team, on avait du coup un dev front, Flutter, un dev back DevOps et du coup notre binôme, un delivery manager. Et on n'avait pas de Scrum Master sur ce projet-là. On travaillait aussi également ce qu'on appelle en Sphère Factory. Donc le principe, c'est de travailler de notre siège, donc en autonomie par rapport aux clients. Et du coup, avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, on aurait aimé savoir combien d'entre vous ont eu l'opportunité de travailler en binôme, comme ça, PO-UX. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou c'est quelque chose de plutôt nouveau ? Ouais, ok. Ouais. Pas beaucoup de mains levées quand même. Ouais, effectivement. Vous dormez encore ? Quelques-unes. On a conscience que ce n'est pas forcément un format qui est habituel. À vrai dire, c'est un sujet aussi qu'on porte
en interne au sein de notre entreprise et auprès de nos clients avec qui on essaye du coup d'améliorer, de montrer tous les avantages en tout cas qui nous ont un petit peu convaincus avec Muriel de continuer sur nos derniers projets à travailler de cette façon-là. Alors ça, on va vous parler un petit peu maintenant de la complémentarité de nos rôles. Donc ça peut paraître assez évident. Donc côté PO, on a vraiment le fait d'être garant de la vision produit avec les besoins clients, la vision métier. Et côté UX, du coup, le garant de l'expérience globale avec les besoins plus utilisateurs. Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on arrive à tirer le projet vers le haut et en tirer un gros point positif. Ouais, au centre de nos deux rôles, en réalité, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on s'écoute, qu'on communique, qu'on partage, qu'on échange. Et évidemment, donc on vous a remis ça, on trouve ça sur n'importe quel site qui vante les mérites d'un PO et ceux qui vantent les mérites d'un UX. C'était juste pour bien vous imprimer dans la rétine que quand on met les deux côte à côte, forcément, ça fait une méthode de travail un peu plus riche. Il n'y a pas de scission. Et du coup, les sujets, aussi bien d'expérience utilisateur comme les sujets de maintenir la vision produit, avancer en fonction de besoins clients qui des fois ne sont pas toujours en adéquation avec les objectifs UX, la visée, enfin, ce qu'on vise pour les utilisateurs, ce que les utilisateurs attendent. Mais il n'empêche que le fait qu'au quotidien, qu'on se pose, qu'on oppose et qu'on rassemble ces idées-là, ça enrichit énormément le projet. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, il y a bien un moment où il faut qu'on commence à travailler ensemble quand même. Donc, on démarre le projet. On était contente, hein, comme ça. On est toujours contente de travailler ensemble. Et donc, on démarre. Là, c'était un projet from scratch. Donc, on démarre par le cadrage produit. Donc, côté UX, UI, on initie le cadrage produit dans la majorité des projets sur lesquels on travaille, en tout cas chez Sphere, par une phase plutôt UX research avec les clients et avec les utilisateurs. On propose un certain nombre d'ateliers d'idéation, des ateliers de co-création. On peut proposer des interviews, on peut proposer des sessions d'empathie, de shadowing, en fonction des besoins clients. On réalise ces ateliers et puis du coup, le PO, en tout cas, et tout de suite, donc là, pour ce projet-là, donc c'était Émilie, mais on essaye de généraliser ça sur d'autres projets. Mais en tout cas, Émilie est tout de suite intégrée à la phase de cadrage. Elle participe aux ateliers, elle prend la même quantité d'informations que je suis en train de prendre. Elle fait même des fois de la facilitation pendant les ateliers ou de la prise de notes. On travaille essentiellement sur Miro. Et du coup, il nous arrive de débriefer nos ateliers après ensemble. On trie les post-it, on range nos planches, on range la planche pour pouvoir proposer une restitution au client ensuite. Dans cette phase de cadrage, s'ensuit une phase de wireframing et de création de parcours utilisateur. On essaye de faire de la conception, déjà de préparer à quoi ressemblera la structure de la future application. Sur la base de ces propositions qui sont présentées au fur et à mesure aux clients, on réalise des maquettes, on présente des écrans, on essaye de poser une couche UI dessus en fonction du projet. Là, c'était le cas, il a fallu faire de l'UI. Et puis on fait en sorte d'obtenir un go client
pour un scope défini qui nous permette de mettre le premier pied à l'étrier pour démarrer une phase de build. Et donc Émilie a... Donc effectivement, moi, côté PO, je me sers de toutes ces étapes-là en phase amont pour créer la vision produit et pour vraiment, comme le disait Muriel, pour initier la partie vraiment delivery, avec déjà du coup un backlog qui a été défini, et voire même des US qui ont été déjà initiés avec les premières maquettes qui ont été produites. Pardon. Ensuite, effectivement, on entre dans une phase où le build est lancé. On attaque le projet. Et là, du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu un aperçu de notre dynamique au quotidien, comment concrètement on fonctionne en binôme. Donc, ce fonctionnement repose vraiment sur une synchronisation qui est constante. Donc là, on a fait un focus sur un sprint où on voit un petit peu les différentes cérémonies, étant donné que Muriel et en général les designers sont intégrés complètement à la Scrum Team. Donc, ils participent aux cérémonies au même titre que n'importe quel membre de l'équipe. Les ateliers, comme on vient de le voir en phase amont, on participe vraiment toutes les deux, avec un lead plus UX et du coup le PO plus en mode facilitateur, prise de notes, etc. Cadrage aussi, si jamais on divague un petit peu sur des versions un petit peu ultérieures. On essaye de se focuser sur le MVP qu'on a défini un peu plus tôt. Ensuite, on a Daily, donc là, ça fait partie d'une cérémonie qu'on fait toutes les deux. Ensuite, il y a la partie sprint planning et refinement. Donc là, vraiment, on se sert des maquettes que Muriel a créées pour discuter avec la dev team. Et Muriel apporte du contexte, des explications si nécessaire. Donc on fait quand même une distinction entre des projets à une phase assez avancée où on a déjà un design system, etc. Où là, du coup, le designer a peut-être moins intérêt à forcément venir expliquer ses maquettes parce que tout est un petit peu défini. Dans notre cas, on était dans un projet from scratch, donc c'était intéressant d'avoir un petit peu les explications des comportements attendus, des écrans, etc. Ensuite, on a la sprint review, donc ça c'est partagé du coup avec le client. Donc là, ça se divise en deux phases. La démo fonctionnelle, où là on démontre du coup les fonctionnalités comme d'habitude, et une démo plus design, donc Muriel développera un petit peu plus juste après cette partie-là. Et ensuite, du coup, la rétrospective, où là, pareil, on participe toutes les deux. Sur cette phase-là, on a quand même des tâches où on avance toutes les deux de façon indépendante. Donc, on a mis de côté la partie wireframe maquette et la partie backlog. Donc, parce qu'on participe toutes les deux aux ateliers ou à toutes les cérémonies, on a le même niveau d'information. Donc, du coup, on peut être complètement indépendante sur ces tâches-là. On a cherché les points les points difficiles entre guillemets d'une collaboration. En réalité, on n'en a pas vraiment trouvé. Ça peut donner l'impression de démultiplier un petit peu les réunions, mais en réalité, ça nous permet de gagner du temps de synchronisation sur la suite. Voilà. Et ensuite, du coup, on enchaîne les sprints, on itère et on déroule un petit peu la roadmap. Donc là, l'idée, c'est d'enchaîner les sprints en respectant un petit peu les grandes lignes qu'on s'était fixées côté produit. Donc côté PO, c'est construire le backlog, donc vraiment alimenter les prochains sprints avec ce qu'on a déjà défini en atelier, les wireframes s'il y en a. Donc ça peut du coup générer des phases de complétion des tickets. On part d'une structure initiale de maquette, on peut les changer plus tard, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc l'idée, c'est de revenir dessus, compléter, tout en discutant à chaque refinement, sprint planning avec l'équipe de dev. Et du coup, vraiment être garant de l'avancée du projet, que tout soit smooth et qu'il y ait une vraie continuité entre les sprints. Côté UX, du coup, c'est vraiment savoir quels sont les prochains sujets qui vont arriver. Ça permet de planifier les ateliers aussi en avance. Côté client, il n'y a pas toujours beaucoup de disponibilité selon les contextes, donc c'est important d'avoir une certaine avance là-dessus. Ça permet aussi d'organiser des tests utilisateurs sur ce qu'on livre. Et ça aussi, c'est un vrai plus d'avoir un designer du coup à proximité comme ça, parce que ça permet de marquer une phase vraiment en plus dans le projet qu'on n'a pas forcément. On ne prend pas toujours assez le temps quand on n'a pas de designer
en tout cas je trouve, de faire ces tests-là avec un panel de personnes. Et du coup, d'avoir toujours cette anticipation au niveau roadmap, ça permet aussi de conserver 1 ou 2 sprints d'avance côté design, ce qui est important pour revenir à la création des tickets et pour en discuter en amont suffisamment avec l'équipe. Côté client aussi, ça a un côté rassurant de donner de la visibilité régulièrement sur ce qui va être développé sur les prochains sprints. Et voilà, comme à chaque fin de sprint, on a décidé de faire un petit focus quand même sur la sprint review, qui est une étape importante. En tout cas, chez nous, dans la physionomie du projet, c'est un moment où on se retrouvait avec le client, on fait un état des lieux de ce qui a été produit. On arrive avec notre petit cadeau, là, comme ça, plus ou moins bien emballé. Vous connaissez certainement les écueils de certaines sprint reviews, certaines démos. Souvent, on a l'impression que le paquet est bien plein, et puis quand le client ouvre, il trouve ça des fois un peu vide. Donc, on voulait partager avec vous un petit peu aussi cette étape-là, comment on procède, en quoi le fait d'être en duo permet de faciliter la récupération de feedback, de désamorcer certaines craintes de l'auditoire et de pouvoir faire avancer la suite et passer au sprint d'après sereinement aussi. Donc évidemment, on a mis au centre la sprint review. L'idée, c'est de pouvoir présenter le travail qu'on a réussi à faire pendant notre itération, et puis récupérer les feedbacks. Là, en l'occurrence, c'était du client, et il arrivait qu'il y ait un utilisateur de temps en temps qui vienne à la démo. Donc, on fait la démo fonctionnelle. C'est souvent les devs qui se sont occupés des fonctionnalités chez nous qui font la démo de ce qui a été produit. Et nous, on est à côté, on est en accompagnement avec Émilie, et on fait en sorte là, moi, je suis plutôt en phase d'écoute pour voir les réactions du client, tout de suite récupérer ses feedbacks, et en même temps redonner du contexte si jamais il y a un doute, une question, le client qui est en train de se projeter dans quelque chose qu'a priori on n'avait pas validé les semaines auparavant lors de nos discussions sur les maquettes. Redonner du contexte sur les fonctionnalités qui ne sont peut-être pas présentes lors de cette démo-là, mais qui vont arriver parce que il y avait telle et telle maquette et que tout va bien. Donc, il arrive de ressortir soit des maquettes, soit les wireframes, soit certains parcours utilisateurs qu'on avait produits. Et puis après, moi, j'enchaîne après cette démo fonctionnelle. S'il y a évidemment des écrans à présenter, je passe à la démo design, qui va amorcer en réalité ce qui potentiellement va être fait dans les sprints qui vont suivre. Donc, dans la démo design, on repart, on passe en revue la production UI, si c'est de l'UI. Sinon, on reste au niveau wireframe et puis on fait en sorte d'expliquer que le design system sera appliqué sur les wireframes. Et l'objectif est quand même aussi de sortir de la démo design avec un go client quand même, ou de récupérer ses feedbacks pour essayer rapidement de réajuster sur le sprint d'après. Donc, effectivement, ce qu'il arrive, il y a eu quelques effets d'icônes, ça n'a pas bien marché. Il arrive souvent que la démo, étant donné qu'on présente ce qui a été l'interface développée, puis qu'on présente des maquettes,
Nous, ça nous arrive fréquemment que le client commence à prendre la démo pour une session d'idéation. Ces feedbacks, en l'occurrence, le client avec lequel on travaillait était très, très imaginatif. Donc là, cette slide-là était plutôt dédiée au fait de se dire que ça fait partie, en tout cas moi, ça fait partie pour moi du job, de le laisser sortir de son sac tout ce qu'il a l'impression qu'il n'a pas eu. Souvent, voilà, de la dispersion, certaines remises en cause de fonctionnalités. Et tout de suite envie de autre chose que ce qu'il a déjà vu là, maintenant, tout de suite. Bon, ça, maintenant, c'est fait, on passe à autre chose. Moi, j'ai imaginé quelque chose ce matin dans ma salle de bain, il faut que je vous en parle, et voilà. Et donc, lui aussi a plusieurs sprints d'avance, et donc il faut arriver à le rassembler et le garder à nos côtés pour arriver à sécuriser les itérations d'après. Là, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide, c'était juste pour vous donner un peu de concret sur, sur la façon dont on avait procédé, par exemple, lors d'une session de récupération de feedback en fin de démo. On a en fin de démo présenté la proposition initiale qui était l'intégration de l'écran complètement à gauche, qui était une liste d'audio qu'on pouvait écouter. Et le besoin client, c'était son besoin et son souhait, c'était de pouvoir enregistrer. Au départ, il était OK pouvoir enregistrer les audios qui ont été appréciés. Donc, on s'était mis d'accord. Il y avait potentiellement l'idée de pouvoir mettre en favori, mais on s'était mis d'accord sur le concept de bookmark. Et on avait décidé ensemble, lors de production de maquettes, que le bookmark, c'était la meilleure solution pour retrouver ailleurs, dans l'interface, tous les audios qui étaient appréciés. Et donc, on lui présente la fonctionnalité. Donc, la totalité de la page avait été intégrée pour cette fin de sprint et en intégrant aussi la fonctionnalité bookmark. Et là, il remet en cause complètement la fonctionnalité, puisqu'en fait, il nous dit que c'était plus vraiment du favori. Il ne comprend pas ce que c'est que le bookmark. Il ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça ailleurs. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de la nuance, parce que la nuance, c'est important. On doit pouvoir associer à la nuance des commentaires. Il veut que l'utilisateur puisse commenter en quoi il aurait pu vouloir mettre en favori. Bref, il est en train de créer une complexité dans l'expérience, et du coup une complexité qui se reflèterait sur l'interface si on accédait immédiatement à l'idée de base. Donc voilà, après plusieurs discussions, on a repris, on l'a écouté complètement, puis le sprint d'après, on a essayé de rassembler un petit peu les bonnes idées, oublier les moins bonnes ou celles qui auraient un trop gros impact en termes d'expérience sur l'interface. Et du coup, on a proposé le système de notation en étoiles qui permettait quand même en un seul clic, sans associer des commentaires, d'introduire de la nuance. Et là, du coup, comment réagit-on face à ça par rapport au client ? Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche complémentaire pour le garder engagé à nos côtés et avancer dans la bonne direction. Donc, plus concrètement, côté PO, qu'est-ce qu'on fait ? On valorise tous les développements qui ont été faits sur le sprint. Donc là, on était sur un contexte de projet où on avait pas mal de bacs, on avait un CMS. Donc, c'est vraiment passer du temps à expliquer ce qui a été fait aussi de ce côté-là. On donne de la visibilité sur le prochain sprint, sur la suite en général, tout en rebondissant sur les feedbacks qui ont pu être faits pendant la review. Mais on rappelle quand même l'objectif du MVP. Après, c'est quand même important de préciser qu'on ne s'oppose pas au retour pour s'opposer. Là, on est vraiment sur des retours où on s'éloigne un peu des usages habituels, ou alors on divague vers une version qui est trop avancée. Il faut vraiment se concentrer sur déjà une V1 pour avancer.
Et ensuite, sur le sprint suivant, on adapte le backlog s'il y a des modifications qui sont apportées en termes de comportement sur les maquettes. Et on sensibilise le client de façon générale aux impacts qui peuvent être générés sur la roadmap si jamais on switch de sujet, on priorise différemment ou on apporte des modifications qui nécessitent trop de changements. Donc là, côté PO, l'idée, c'est vraiment de sécuriser la roadmap et le delivery pour avancer à chaque itération sur le produit. Côté UX, je vais être brève. Pendant la démo, je vous ai déjà un peu expliqué ce qu'on faisait. J'écoute et j'essaye de voir tous les feedbacks, à quel point on va pouvoir continuer à construire le puzzle dans le bon ordre, dans le bon sens, en prenant en compte les feedbacks. Le sprint d'après, eh bien, on arbitre, on essaye quand même d'accéder aux retouches souhaitées et on procède aux retouches. L'idée, c'est toujours évidemment de garantir l'expérience globale en permettant aux clients d'accéder à certaines de ses attentes et de ses envies, puisque bon, c'était quand même son application qui portait cette idée depuis un certain nombre d'années et qu'il fallait quand même l'aider à réaliser son objectif. Ensuite, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est comment accompagner aussi la Scrum Team par rapport à toutes ces modifications. Donc là, l'idée, c'est de vraiment partager le contexte, c'est-à-dire les contraintes qui sont nécessaires pour atteindre les attentes clients, les attentes utilisateurs, les besoins utilisateurs également. S'assurer que tout le monde est aligné avec la vision produit. Donc ça aussi, c'est important pendant les refinements. Et pendant les sprint planning. Et de façon générale, ça permet de garder la motivation et la cohésion de l'équipe pour attaquer du coup le prochain sprint dans de bonnes conditions. Donc plus concrètement, côté PO sur le sprint suivant, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est d'assurer la continuité du delivery. Donc pour ça, si on a prévu dans le prochain sprint des sujets en particulier et qu'on y apporte des modifications sur les maquettes, c'est pas grave, on continue la structure des tickets et en refinement ou en sprint planning, on en discute avec l'équipe, on souligne les endroits où il y aura des modifications. Donc on peut déjà commencer à développer la structure de la page et on reviendra dessus plus tard. Donc c'est vraiment les embarquer dans cette approche itérative aussi du design et donner du contexte par rapport à ça. Oui, moi sur le sprint suivant, je présente les modifications, les zones justement de la maquette qui a priori devraient évoluer sous couvert du Go client. Et j'explique lors soit du sprint planning, soit du refinement, s'il y a besoin évidemment, pour donner du contexte, partager les attentes, partager les contraintes, que tout le monde en fait poursuive le même objectif et qu'on ait l'impression, enfin en tout cas pour que l'équipe de dev n'ait pas l'impression qu'on est en train de défaire pour défaire et de rester tous en cohésion sur la réalisation du projet. S'il fallait résumer ce qu'on vient de se dire, c'est que, bon, en ce qui nous concerne, ce qu'on a l'impression qui marche le mieux, c'est quand même cette synchronisation constante, c'est le fait que on travaille à côté l'une de l'autre physiquement. Nos bureaux sont côte à côte quand on est au bureau. Si on est à distance, on se prévoit des moments de synchro dans la journée. On participait ensemble aux ateliers, encore une fois, donc c'est gage de réussite. En fait, on n'a pas besoin de se créer des moments où on a, pour se retranscrire l'information. Les seuls moments pour lesquels on se réunit, c'est pour analyser, décider et pas pour se retransmettre des informations qui pourraient, enfin, avec perte d'infos. Et en ce qui me concerne, c'est pouvoir, en étant au sein de l'équipe, avoir des échanges constants avec les devs,
les accompagner et moi pouvoir porter et le design et l'expérience pendant les phases de réalisation. C'est pas juste de l'information descendante, c'est-à-dire que je n'arrive pas en début de projet en balançant ma pile de wireframe ou ma pile de maquette et puis je m'en vais. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est mon objectif est de travailler de la même manière que les développeurs travaillent, c'est-à-dire de façon itérative. On est capable de produire du design, on est capable de le modifier, de l'adapter après chaque itération. Et par contre, pour embarquer tout le monde dans ces changements, il faut être là au sein du projet pour pouvoir partager et expliquer et apporter de la logique. Un autre tips aussi qu'on peut donner, c'est de faire vivre le duo. Donc, c'est être à l'écoute des besoins et des contraintes de l'autre, toujours dans cette synchronisation aussi. On l'a déjà dit aussi, mais c'est vraiment intégrer le designer à la Scrum Team pour qu'on ait le même niveau d'information et qu'il participe aux mêmes cérémonies que le reste de l'équipe. Et par rapport aux clients, parce que c'était le contexte du projet, c'est vraiment de se vendre en tant que duo et non pas en tant que deux individus. On fonctionne en team. S'il y a une réunion à faire, c'est toutes les deux. Et donc, c'est important de faire passer ce message-là. Le mot de la fin, donc si on pouvait un petit peu résumer ce qu'on vient de se dire. Côté PO, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir allier la vision produit avec les besoins utilisateurs. Encore une fois, quand on n'a pas de designer pour l'avoir vécu, parfois, c'est pas évident de trancher entre les deux et d'aller dans la bonne direction par rapport à ça. Ça rajoute une phase de test qui est super importante et qui permet d'avoir des retours intéressants et sur chaque incrément de produits. Ça permet aussi de réengager ou d'engager le client suivant la phase du projet parce qu'on a des maquettes, parce qu'on a du visuel. Surtout quand le client n'est pas forcément tech. Et ça vaut aussi pour le chiffrage en général, parce que du coup, on a des choses qui sont plus précises, étant donné qu'on se base sur des maquettes, des comportements. On peut parler de choses qui sont visuelles, encore une fois, et du coup, ça aboutit à une roadmap souvent plus fine et un engagement de l'équipe aussi plus fort. Voilà. Moi, côté UX, j'essaye de porter la bonne parole, de se dire que c'est interdit de travailler tout seul, donc plus jamais sans votre PO. J'espère qu'on vous aura donné envie, que toutes ces explications avaient du sens, ou en tout cas qu'elles ont éveillé quelque chose chez vous pour essayer de mettre en place certains tips et pour essayer de se dire que il ne faut pas travailler de façon descendante comme ça, se dire qu'il y a une phase, on va demander à l'UX de tout préparer, puis après on démarrera le run, et puis l'UX il n'est plus jamais là, et c'est trop dommage. Il y a une perte d'informations, de connaissances, et un appauvrissement qui se fait à la lecture des maquettes, qui est tout à fait normal. On poursuit chacun nos objectifs. Les devs n'ont pas le même œil que le PO, et l'UX n'a pas le même œil que le PO et que les devs. Voilà. Je vous propose de les applaudir. Merci Muriel et Émilie.